Géant d'avenir, c'est une chronique pour rester vivant dans un monde en perte de repères et en profonde mutation. C'est un rendez-vous proposé par Mathias Fay, ingénieur et arboriculteur, agriculteur, et Isabelle Alexandrine Bourgeois, journaliste et réalisatrice. Après un premier épisode approfondissant l'emprise de la technique sur notre quotidien, ce rendez-vous reprend le sujet avec des exemples plus pratiques à travers des cas concrets partagés dans l'agriculture. Bonjour Mathias et Louis Fouché. Merci de vous réunir à nouveau pour une discussion sur le pour et le contre des nouvelles technologies finalement. Dans quel sens est-ce qu'elles servent le collectif et la vie ou au contraire, elles contribuent à nous asservir. Mathias, vous êtes arboriculteur, agriculteur, ingénieur. Vous êtes vous-même exposé régulièrement à ce dilemme entre développer des technologies nouvelles dans le cadre de l'exploitation de vos arbres fruitiers. Pouvez-vous nous partager des exemples concrets de ce dilemme qui est le vôtre régulièrement dans la pratique de votre métier ? Bonjour Isabelle, bonjour Louis, bonjour à tous. J'aimerais exprimer juste en quelques phrases en quoi consiste en fait mon quotidien. Étant arboriculteur, je produis des fruits. Une exploitation comme ici produit entre 3 ou 400 tonnes de kiwis par année. Bio. Qui vont nourrir un certain nombre de milliers de gens. Alors avec juste un fruit qui est de temps en temps consommé en hiver. Donc je suis au milieu d'une chaîne qui nourrit la société actuelle. Et donc évidemment que si moi je produis ou pas, c'est pas que ça va directement impacter ces milliers de personnes. Néanmoins, mon activité est un des petits facteurs qui fait que tout le monde a à manger. Quand on est dans la partie théorique, des solutions, on sait qu'il en existe aujourd'hui. Ce qui est plus compliqué, c'est la mise en œuvre dans la transition. Et la transition aujourd'hui, il se trouve que la majorité des gens continuent à acheter leurs fruits et légumes, par exemple, en supermarché. On connaît toutes les contraintes de la logistique de ce système de distribution qui fait que 2/3 de la valeur du fruit acheté n'est évidemment pas pour le producteur et souvent c'est plutôt même 1/4 qui est pour le producteur. Et donc, malgré cette prise de conscience, on continue à être exposé aux mêmes dynamiques de marché qui font baisser les prix, qui augmentent les contraintes de qualité sans reconnaître nos engagements pour la nature si on en prend. Ma question très concrète, c'est le jour où je me retrouve, comme c'est le cas régulièrement, par exemple sur des arbres fruitiers, des pruniers, que ce soit des pommiers, de la vigne, on peut se retrouver avec un ravageur qui est pratiquement incontrôlable dans nos pratiques culturelles sans qu'on intervienne. C'est-à-dire que, en fin de compte, c'est toute la récolte qui est mise au péril de disparaître si on n'intervient pas. Donc évidemment, il y a différents moyens de traitement. Nous, en l'occurrence, on est en bio, donc on va utiliser des produits naturels. En gros, c'est des savons, c'est des produits ou alors des insecticides issus de plantes. Mais au final, avec tout ce qu'on a dit auparavant, on sait que si on se place du point de vue éthique et de la direction qu'on a envie de donner à sa vie, on devrait ne pas intervenir. Et en même temps, si on le fait, c'est au risque de perdre cette production. Donc comment faire aujourd'hui, dans un tel système, pour prendre des décisions, peut-être même par étapes, qui vont dans le bon sens, mais qui ne mettent pas en péril non plus ni mon emploi dans mon cas, mais ni celui de mes employés et de tous les gens qui vivent de ce travail-là. Merci Mathias pour cette question pratique et directement réaliste en fait. On n'est pas dans une idéologie écologiste ou dans une idéologie marchande, on est dans la réalité pratique de la survie, de la nourriture et de la relation au monde en même temps. Bonjour à tous les auditeurs, bonjour Isabelle, bonjour Mathias, bonjour, je oui. redis au passage. Et cette question, tu l'as fait précéder d'une introduction qui consistait à poser le contexte. Et je crois qu'une partie de la réponse réside dans cette introduction et dans le contexte que tu proposes. C'est-à-dire que les systèmes techniques qui ont été mis en place sont cohérents avec le contexte dans lequel ils vivent. Il n'y a pas de soi séparé. C'est-à-dire qu'une monoculture qui va ensuite distribuer dans un réseau de grande distribution avec une minimisation des coûts, une maximisation du profit pour les intermédiaires, en fait implique
que l'agriculteur doive traiter, doive sauver sa récolte, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive au niveau environnemental. Donc je crois que dans ce contexte-là, tu ne peux pas faire autrement que traiter. Sauf à accepter des pertes massives financières, d'abord de kiwis, ou des pertes financières. Donc la question pour moi est plutôt comment changer le contexte ? Comment faire pour transformer l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement ? Et finalement, tu seras peut-être beaucoup plus à l'aise de perdre une partie de la récolte si tu es dans des circuits courts avec des associations de maintien de l'agriculture paysanne. En France, c'est une sorte de panier, en fait, des paniers bio que les gens achètent systématiquement. Il y a pas, voilà, c'est comme un soutien. Ça existe aussi au Japon. C'est né là-bas même, avec l'idée que quoi qu'il arrive, finalement, on achètera ta récolte et qu'il y en ait plus, qu'il y en ait moins. En fait, ce sera voilà. Au-delà de ça, des circuits courts, il y a l'idée que probablement on devrait manger moins. On mange trop. On a un problème, on est trop gros. On est un surpoids. C'est un vrai problème en Occident. Quand je descends à côté de chez moi à la plage, j'ai des petits enfants de 3 ans qui ont peine à marcher tellement ils sont gros, ont des seins qui descendent jusqu'aux genoux, enfin jusqu'au ventre, j'exagère un petit peu, mais vraiment ils ont 3 ans et ils sont en surpoids massif, ce qui est une vraie problématique sanitaire en fait. C'est pas juste anecdotique et le Covid nous l'a souligné. Le Covid a justement frappé ces gens-là beaucoup plus durement en fait, avec un prix à payer parfois sur leur vie en fait. Donc on a une vraie question autour de mais qu'est-ce qu'on mange, comment on mange, combien on mange. Et on mange déjà beaucoup trop. Ensuite, donc voilà, c'est la réponse pratique, c'est peut-être que l'agriculteur lui-même doit aider à ça aussi. C'est aussi dans sa mission peut-être que de recontribuer à dire mais qu'est-ce que c'est que la nourriture, quel est votre lien à la nourriture, comment est-ce que vous faites les courses, comment est-ce que vous faites la cuisine. Donc on pourrait imaginer que la plupart des agriculteurs aujourd'hui fassent des cours de cuisine aussi autour des produits qu'ils proposent. L'autre chose, c'est une fois qu'on a dit on mange moins, on est dans un circuit plus court, c'est la question de la valorisation de ce travail. On en revient à la question du podcast précédent, c'est mais pourquoi est-ce qu'il faut que le kilo de kiwi ou que le kilo de pommes soit finalement à un prix complètement dérisoire par rapport à l'achat d'électronique, de nouvelles pompes ou de nouvelles chaussures, alors même que c'est le cœur de ce qui nous fait vivre. Et de notre santé. Donc la question du prix et de la valorisation du prix et de ce qu'on consomme collectivement autour de la nourriture devrait être posée collectivement. Dire mais voilà, comment ça se fait qu'on mette un prix aussi faible ? Comment ça se fait qu'on laisse des intermédiaires multinationales, finalement, décider en partie des législations qui se mettent en place ? C'est-à-dire que la plupart des lois européennes ne sont pas faites par les agriculteurs, sont faites par les grands distributeurs et les grandes multinationales qu'il y a derrière. Et les agriculteurs sont très peu consultés. Ensuite arrive la question de la formation des agriculteurs, ça c'est très intéressant, puisque toi tu es un agriculteur moderne, bardé de diplômes, et qui a été ingénieur, a travaillé dans d'autres domaines, et ça c'est quelque chose que je vois émerger dans mes discussions avec les agriculteurs, c'est qu'on a des gens qui ont énormément de compétences très diverses, à la fois dans l'informatique, la comptabilité, des gens qui ont 50 cordes à leur arc maintenant, et que c'est ça qui est nécessaire pour qu'ils arrivent à survivre aujourd'hui. Pour autant, on a comme oublié certains savoir-faire agricoles très anciens, et qu'on est obligé d'aller retrouver dans les pays en voie de développement, qui eux sont pour majorité en bio, avec des techniques culturelles qui sont extrêmement résilientes, dans des endroits qui sont extrêmement contraints, que ce soit le Sahel ou ailleurs. Et les multinationales ont des semences d'abord, ensuite des pesticides et de l'engrais, ont essayé de détruire ces biotopes, ont essayé de détruire leurs pratiques culturelles, et ça a marché en grande partie à de très nombreux endroits. C'est raconté par plusieurs auteurs, dont Pierre Rabhi, qui raconte la transformation des pratiques culturelles anciennes vers la monoculture, pesticides et engrais avec un intrants moderne, et le deuil des anciennes pratiques culturelles. Et donc tout ça pour te dire que je crois qu'on a de très nombreux savoirs à retrouver. C'est-à-dire que plutôt que vouloir créer des solutions techniques complètement modernes, aller discuter avec des vieux agriculteurs, ils ont quand même pas mal sous le chapeau et ils ont beaucoup de choses à dire parce qu'ils ont connu encore une époque où il n'y avait pas pesticides et intrants. Je suis d'accord avec toi.
En même temps, j'ai un deuxième exemple pour toi qui rajoutera une couche qui n'est pas tellement, selon moi, liée au choix de la collectivité qui va acheter mes fruits. Et c'est la problématique climatique. Donc moi, je ne vais pas parler de réchauffement, mais d'extrême climatique qui nous accompagne quand même. Et ça, on les observe en tant qu'agriculteurs, qui, eux aussi, du coup, impliquent des choix. Toute l'Europe a subi de gros dégâts de gel ce printemps. En Suisse, on a eu d'énormes dégâts de grêle cet été. Donc là, c'est de nouveau, on est au cœur de notre problématique pour ce podcast. C'est ok, on souffre, on a un problème qui détruit énormément de nos récoltes, parfois carrément les arbres complètement. Donc la solution technique qu'on va aller chercher, on va se dire on va mettre des filets par grêle sur nos cultures. Et on est de nouveau reparti, donc des piquets en béton, des filets en plastique, et puis on continue notre montée en puissance pour essayer de... Et là, c'est très directement un équilibre qui est complexe, parce que même si on est en permaculture, là aussi, tout le monde est impacté, et dans les transformations qui sont déjà en cours et qui risquent de nous accompagner encore un moment, comment faire la pesée qu'est-ce qu'il est juste de faire? Est-ce qu'il faut quand même préserver des cultures pérennes comme les arbres? Il faut 5 à 10 ans pour les mettre en place. Donc les choix qu'on fait aujourd'hui, c'est même pas pour nous tout de suite aujourd'hui, mais comment faire cette pesée d'intérêt, quoi, de nouveau? Et cette fois, je pense pour moi qu'elle dépasse en plus les problématiques, on va dire, de marché et de comment on distribue, quoi. Ouais. Alors peut-être plusieurs éléments de réponse, je n'ai pas du tout toutes les réponses, pas du tout cette prétention-là. Je crois que les réponses, il faut les trouver à plusieurs, avec de très nombreux interlocuteurs, et que finalement, encore une fois, le problème, quelque part, est la solution, ce qu'on dit en permaculture, où la crise est une occasion de résolution. C'est-à-dire si j'essaie de résoudre tout seul en mettant mes filets, ou en essayant d'avoir des détonations anti-grêle, ou je sais pas quoi, ou des trucs comme ça, j'essaie de résoudre tout seul un problème trop complexe, interconnecté, multiple, qui est inscrit dans la durée en plus, en voulant le résoudre tout de suite sans mesurer les conséquences même de ce que je vais faire. Et c'est probablement pas une bonne idée. En revanche, si je me mets en lien avec de nombreux interlocuteurs autour, les scientifiques qui connaissent les nappes phréatiques, qui connaissent les scientifiques qui connaissent les variations climatiques, des agriculteurs qui sont dans des zones plus contraintes, qui sont déjà confrontés de manière plus importante à des sécheresses ou au contraire à des événements extrêmes, et les choix qu'ils ont faits et le recul qu'ils ont déjà, si je me mets en lien et si j'arrive à être protégé juridiquement, peut-être ça peut aboutir à des solutions intéressantes. Je pense qu'une partie de la solution pour moi est dans l'idée de la polyculture et de sortir de la monoculture, que ça devrait être une des obsessions des agriculteurs aujourd'hui, d'essayer de varier leur production et d'essayer de mettre en place des systèmes culturaux qui soient en fait assez résilients, justement parce que certaines choses pousseront quand même avec de la grêle et d'autres pousseront pas, mais en tout cas à la fin j'arriverai à survivre et j'arriverai à me nourrir. Et voilà, peut-être qu'à n'avoir que des kiwis, c'est un choix audacieux, parce qu'effectivement s'il y a trop de pluie, trop de grêle, à la fin tout pourrit, ou tous mes arbres sont tués, et ma récolte est nulle cette année, et je suis en danger. Alors que si dans un coin j'ai des abeilles où je peux exploiter du miel et vendre le miel, dans un autre j'ai telle ou telle chose, voilà, peut-être ça peut être intéressant et va me permettre de survivre. Donc je pense qu'on rentre dans l'ère des tempêtes. Il y a un réseau en France qui est en train de se créer, qui s'appelle le réseau des tempêtes, et justement l'idée qu'on va devoir traverser des événements plus ou moins chaotiques, et il y a besoin de se serrer les coudes. L'autre chose que je pourrais dire, juste je repense à un exemple, sur le droit et la notion du droit. En Nouvelle-Zélande, une rivière est devenue, dans l'histoire du droit, on a commencé par protéger des espèces. Puis bon, c'est compliqué parce qu'il faudra protéger tout. L'aigle barbu du coin de la rue, le rossignol huppé, ou je sais pas quoi. La pâquerette. Exactement. Et c'est compliqué à faire. Parce que finalement, c'est un inventaire de l'ensemble du vivant à l'après-vert et ça s'arrête jamais. Donc on a commencé à protéger des espaces. L'espace Natura 2000 ou des choses comme ça. Mais c'est pareil. C'est-à-dire qu'on a le droit de polluer de manière dégueulasse juste à côté. Là, on n'a rien le droit de faire. Enfin, c'est un peu aberrant. Et est arrivée l'idée
en Nouvelle-Zélande, certains peuples premiers se sont proposés juridiquement pour être la voix de la rivière. C'est-à-dire que systématiquement, quand il devait y avoir un projet de construction X ou Y ou un aménagement de la rivière, ce peuple était consulté parce qu'il était la rivière, l'incarnation humaine, le porte-parole humain de la rivière. Les agriculteurs sont l'incarnation de la voix de la terre. Ils devraient être chacun le porte-parole de leur parcelle. Ouais. Et des gens qui nourrissent au passage. Et donc, je pense que j'ai parlé de réseau des tempêtes. Je crois que réussir à tisser un réseau de consommateurs, de producteurs, de juristes, de scientifiques autour d'un espace, de le relocaliser, de réfléchir aussi comment il peut peut-être avoir une interaction translocale, de le faire s'imprégner de cultures qui viennent de plus loin et plus anciennes, des anciens agriculteurs, comme je te l'ai dit, mais de gens qui ont des solutions alternatives dans d'autres coins de la planète. En fait, c'est la chance de l'interconnexion numérique aujourd'hui. C'est-à-dire que exploitons les ressources qu'on a à disposition. La ressource, c'est d'arriver à avoir de l'information qui vient de très loin et qui mutualise l'expérience. Aujourd'hui, si tu veux faire un mur en BA13 ou en placo-plâtre, tu vas regarder 15 tutos de Gérard Le Bricolo, de Laurent Merlin, de Bricostock ou je sais pas quoi chez vous, là, et à la fin, tu vas faire la tienne. Et ce sera bien comme ça. Mais tu auras eu accès à cette connaissance. Donc je crois qu'aujourd'hui, on peut avoir accès à de multiples connaissances. Et c'est une partie du travail des agriculteurs que de la générer aujourd'hui. Qu'elle s'effondre pas avec la disparition d'une exploitation agricole. Aujourd'hui, en France, on ferme des exploitations agricoles à tour de bras. Et il y a des bibliothèques entières qui brûlent de savoir. Enfin, on dit quand un vieux qui meurt, il y a une bibliothèque qui brûle. Mais en fait, il y a des savoirs qui s'effondrent et qui sont remplacés par des algorithmes proposés par Monsanto où tu vas appuyer sur ton appli et il va venir pulvériser par drone le pesticide. Bon, c'est un délire, quoi. C'est une impasse. Voilà. Donc je crois qu'il y a un vrai travail à faire. Là, je m'adresse aux journalistes qui est à côté de moi. Je crois qu'aller voir les agriculteurs et leur faire parler de tout ça, ce serait chouette. Et de mutualiser ce savoir. Pour moi, fondamentalement, il y a un aspect que je trouve vraiment intéressant à envisager avec les gens qui viennent visiter le domaine. C'est en fin de compte, je prends toujours l'exemple d'un hectare de terre issue d'une forêt primaire. Si on va commencer à gratter la terre, on va retrouver sur un hectare, on va retrouver entre 5 et 2 tonnes d'organismes vivants, donc ça représente 5 vaches qui se promènent. Et puis le jour où l'agriculteur vient, il commence à labourer défricher, ensuite labourer et semer en une année. Donc on perd déjà 80% de cette vie. Et cette vie, en fait, elle disparaît au profit de ce que l'être humain veut en faire. Et en fait, on continue tout le temps sur cette tendance-là, c'est-à-dire qu'avec les outils techniques aujourd'hui, pour boucler quand même sur notre sujet qui est la technique, en fait, elle permet d'augmenter le pourcentage de la vie, du potentiel de vie qu'il y a sur cette planète, qui ira probablement dans une monoculture, et donc une seule forme de vie, un champ de blé, où si possible, il n'y aura même pas une pâquerette, ni un coquelicot, ni quoi que ce soit, 100% de vie pour faire de la farine. Et pour moi, je trouve que c'est un bon moyen d'expliquer ce qu'on doit faire en tant que société. Mais aujourd'hui, tout de suite, maintenant, où est-ce qu'on place le curseur du potentiel de vie exprimé sur cette planète? Est-ce qu'il n'y en a que pour nous, humanité? Ou est-ce que, justement, comme tu disais, l'inventaire de toutes les espèces qui sont là, on n'a peut-être pas besoin de le faire, mais de laisser de nouveau de l'espace sur chacun de ces espaces à une quantité de vie. Évidemment, on aimerait tous la plus grande diversité possible, mais en même temps, l'être humain en prend sa part. Là, vous évoquez l'un et l'autre. Finalement, une des solutions, c'est de promouvoir la diversité du vivant à travers un partenariat entre tous les règnes vivants. Est-ce qu'on peut conclure avec des exemples concrets de ce partenariat dans la diversité du vivant? Oui, alors, mais je voudrais juste reprendre quelque chose qu'a dit Mathias, c'est qu'en fait, dans la permaculture, ça existe, cette idée-là, et c'est déjà l'idée des zones sauvages. Et il y a des zones d'évolution sauvage aussi qui sont dédiées maintenant, des associations entières qui rachètent des forêts
pour laisser la biodiversité se mettre en place et ne pas cultiver, en fait, ne pas couper les arbres, ou laisser en libre évolution en fait, la forêt. Et on se rend compte que la quantité de biodiversité augmente assez rapidement. Et donc ça, c'est quelque chose de plutôt rassurant, c'est qu'en fait, quand on laisse tranquille la nature, elle augmente sa quantité de biodiversité de manière exponentielle extrêmement rapidement. La question, c'est l'interaction et les égards, encore une fois. Donc je reviens sur mon idée diplomatique, c'est que l'humain fait partie, et il est une des choses qui vit à la surface de cette terre. Il ne peut pas tout prendre pour lui, il peut pas non plus, il doit vivre aussi. Donc la deep écologie qui consisterait à dire c'est l'humain le problème, on n'a qu'à éradiquer l'humain, quoi. C'est une idée qui traîne beaucoup dans l'inconscient collectif aujourd'hui. Il faudrait diminuer la population mondiale parce qu'on est très nombreux, donc tous les transhumanistes sont à l'œuvre pour le faire. Ils nous vaccinent pour ça probablement. Et non, c'est une blague. Mais finalement, je crois que c'est renouer avec l'idée qu'on fait partie d'eux et qu'on doit laisser la place à d'autres choses. Donc des exemples pratiques, effectivement, c'est ces zones sauvages dans la permaculture, dans un jardin permaculturel. On dit qu'il faut toujours une zone sauvage en fait, et qu'au fond elle aurait une très grande place, ce serait intéressant. C'est aussi de recoloniser des espaces qu'on considère être hors culture, donc faire pousser sur les murs des choses, réexploiter les strates, pas seulement horizontales mais les strates verticales sur des murs, faire pousser des grimpants, faire pousser des lianes, faire pousser des kiwis sur d'autres arbres, et augmenter et complexifier en fait la diversité culturelle dans tous les étages possibles. Et puis, encore une fois, je crois que s'inspirer de ceux qui ouvrent le chemin, et de manière étonnante, ceux qui ouvrent le chemin, c'est pas la pratique majoritaire. Et c'est quelque chose qui est vrai toujours en science. Là, on nous a dit « Ah mais vous dites quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que dit la majorité du consensus scientifique. » Mais bien sûr, le consensus scientifique ne va jamais ouvrir des bifurcations, en fait. Donc le consensus agricole ne va pas ouvrir des bifurcations. Il va falloir des électrons libres, il va falloir des pathfinders, des gens qui ouvrent des chemins qui étaient imprévus, qui peuvent paraître complètement aberrants parfois, complètement à rebours de ce qui avait été pensé jusqu'ici, qui vont peut-être se planter et aller droit dans le mur. Mais bon, au moins ils auront essayé. Et parmi ceux-là, il y a des gens qui vont nous dire la Terre est ronde, quoi, en fait. Et si je fais autrement, tiens, mais en fait, j'ai pas augmenté mon rendement, proprement dit, et là on en revient à l'idée de mesure, c'est si tu calcules en tonnes par hectare combien tu gagnes, évidemment la monoculture, c'est toujours ça que tu vas faire. Parce que si tu prends une polyculture familiale avec un peu des herbes médicinales, un peu des vergers potagers, un peu ci ou ça, un peu quelques bêtes, si tu comptes en nombre de tomates à l'hectare, évidemment le rendement il baisse, quoi. Par contre, si tu prends un rendement social, combien de gens travaillent là, gagnent leur vie à partir de cette culture, tu prends le rendement en termes de beauté, des paysages, si tu prends la quantité de vie dans les sols, ça c'est un paramètre qui est apparu il y a peut-être 15 ans maximum, c'est-à-dire l'idée de combien il y a de carats, de vers de terre, de biomasse à l'intérieur du sol, c'est devenu un paramètre désormais pour les INRA. Donc là encore, je crois qu'il faut être très optimiste. Moi, on est en train de changer de modèle intellectuel et culturel autour de tout ça. Et les INRA, ces instituts de recherche agricole en France, sont en train de... il y a de plus en plus d'étudiants qui disent « Attendez, moi j'aimerais bien faire autre chose que la patate BT54-72 avec son pesticide financé par Monsanto pour ma thèse. J'aimerais bien faire autre chose, quoi. » Et c'est en train d'arriver. Pour moi, c'est un des éléments primordiaux là-dedans, de nouveau, c'est l'expérience humaine. Et je pense qu'on le sent déjà. Il y a de nouveau, avec ce confinement, beaucoup de gens ont commencé à refaire du jardinage, à remettre les mains dans la terre, à voir une plante qui pousse. Les vendeurs de volailles ont été dévalisés, mais pas de la volaille morte, mais cette fois de la volaille vivante. Et donc le lien se rétablit. J'ai eu la chance de voir l'autre jour un documentaire où un homme a créé une relation avec une pieuvre. Oui, la sagesse de la pieuvre, il faut absolument le voir. Absolument. Merveilleux. Qui montre bien qu'il a développé une réelle relation avec le jardin de kelp dans lequel évolue cette pieuvre et qu'il avait envie de la protéger. Et donc la relation est vraiment au cœur aussi de la relation au vivant. Et donc on voit que ça a déjà commencé. Et je crois que c'est vraiment une des clés principales, c'est que les gens se réapproprient, rentrent en relation avec tout ce vivant qui est partout et qu'on avait mis à l'écart.
Merci Mathias, je voudrais juste donner une référence là-dessus. Il y a un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, dont j'avais déjà parlé dans une des interventions, qui a écrit un livre qui s'appelle Raviver les braises du vivant, et qui parle exactement de ça, du renouement progressif avec le vivant et avec le sauvage aussi, avec l'idée du sauvage, et d'accepter l'idée du sauvage, quelque chose qui n'est pas domestiqué, n'est pas juste mis au service de l'humain, mais qui vit sa vie propre, et tant mieux. Christiane Singer disait que finalement, nous ne sommes pas tous reliés les uns aux autres, mais nous sommes tous les uns dans les autres. Le jour où nous prendrons conscience combien nous sommes profondément interconnectés les uns dans les autres, à ce moment-là, une nouvelle terre pourra fleurir. Merci beaucoup pour ces messages d'espoir quand même, que vous nous avez partagés l'un et l'autre. Merci Louis, merci Mathias. Merci beaucoup Isabelle, merci Mathias. Je crois que le moment est arrivé, quoi. Il n'y a plus qu'à. La musique que vous entendez est de Stefan Stas, auteur, chanteur, compositeur et grand humaniste.